ayez aussi la faiblesse d'avoir des questions très précises. Comme ça, les réponses seront tout aussi claires. Si vos réponses sont globales, généralistes et abstraites, les réponses seront proportionnelles. Donc, arrangez-vous à poser vraiment des questions et s'il vous plaît, une question à la fois. Je suis là pour y répondre, je ne vais pas me dérober. Mais il faut que Donne-moi la toi la question soit question. très claire et la réponse le sera tout autant. Oh, ok. Mais moi, j'ai posé une simple question, c'est que votre discours est extrêmement beau et on peut même adhérer les yeux fermés. Mais le problème, c'est que il y a des réalités africaines. C'est de ça que je parlais. Donc, vous nous avez dit que vous allez organiser un dialogue sans influence. Or, on le sait que dans nos gouvernements africains, euh, et entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a souvent une réalité. Et c'est ça que, bon, moi, je suis inquiet sur ce sujet-là, que venez nous dire qu'aujourd'hui, que le MRC, le gouvernement de M. Kamto va organiser un dialogue où il y aura zéro influence du gouvernement derrière en coulisses. Or, le régime nous a dit pareil, hein, avec le grand dialogue, oui, on va laisser le peuple décider. Et en réalité, on s'est rendu compte que même les invités étaient des gens pro et pro-régime qu'on a payé, on a fait venir de l'étranger. Et qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas la même chose avec le MRC? Et parce qu'il y a une réalité entre des discours politiques et la réalité. C'est ça que moi je voulais savoir. Ok, merci. Premier élément, le grand dialogue national initié par Paul Biya, ça se voyait de loin que ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que de un, la raison même qui a conduit à la radicalisation des anglophones n'a pas été évoquée. La forme de l'État. Quand tu dis que le régime a dit qu'il n'y aura pas d'influence, ce n'est pas vrai. Le régime a précisé, c'était sur le plateau de France 24, à Tanganji a été envoyé par Paul Biya chez ses maîtres à Paris, dire sur le plateau de France 24 que nous discuterons de tout sauf de la forme de l'État. Et cela s'est passé quelques jours seulement après que le Premier ministre, en toute bonne foi, José Dion Ngouté, se soit rendu à Bamenda, lui qui est anglophone et lui qui connaît un peu l'origine de la crise. Il a dit à ses, entre guillemets, disons ses frères, bref, on se comprend, ses frères anglophones, il leur a dit, le président est prêt à discuter de tout sauf de la forme de l'État, enfin, à discuter de tout, y compris de la forme de l'État. Dion Ngouté le disait en toute bonne foi en se disant que bon, maintenant que Paul Biya initie le dialogue, Paul Biya a compris ce qui a généré la situation dont il va remettre la forme de l'État sur la table et on va partir sur cette base-là. Mais le vrai Premier ministre a été envoyé à Paris, Paul Atanganji, sur ordre de Paul Biya, et il a précisé aux Français que nous allons discuter de tout, sauf de la forme de l'État. Et tu as pu le voir lors du dialogue, la discussion de la forme de l'État n'a pas été évoquée. Donc, le dialogue n'avait aucune chance de fonctionner. Mon frère, c'est comme si tu as un problème avec ta femme, tu vois. Elle te dit arrête de fumer. Et tu dis, ok, on va organiser une assise pour régler le problème. Sauf qu'on ne va pas parler de la cigarette lors de l'assise. Tu es d'accord avec moi que l'assise ne sert à rien, vu que le motif de la crise conjugale n'est pas évoqué lors de la fameuse assise. C'était exactement la même chose. Paul Biya organise un dialogue, à propos d'une crise initiée par la forme de l'État, mais il n'évoque pas la question de la forme de l'État. Nous avions déjà appelé cela le bialogue, dont un dialogue où Biya dialoguait avec lui-même, parce qu'il ne voulait pas écouter les avis dissidents. De deux, il n'a pas invité les anglophones les plus radicaux, ceux qui sont justement à l'origine de cette crise, ceux qui ont été, aux commandes des mouvements de sécession, de radicalisation. Les Ebenezer Atmanga, les Ayoub Tabé et tous les co-accusés, ceux qu'on a arrêtés à Abuja, ceux qui sont dans la diaspora, c'est ceux-là qui, quand on dit dialogue national, on invite ceux qu'on n'aime pas, on invite ceux avec qui on ne s'entend pas, on invite ceux qui sont partie intégrante de la crise. C'est ça le dialogue. On dialogue avec ses ennemis pour enterrer la hache de guerre. On ne dialogue pas avec ses amis et voilà, on finit de s'envoyer des messages d'amour, mais ceux avec qui on est réellement en conflit, le conflit demeure. Donc ça, c'est le deuxième élément qui a fait que le dialogue ne pouvait pas fonctionner. Le troisième élément, c'est que Paul Biya lui-même n'est pas venu à son propre dialogue, c'était il ne le prend pas au sérieux. Tu inities un dialogue sur une problématique qui a entraîné le pays dans la crise et toi-même, tu ne viens pas au fameux dialogue. Ça veut dire que pour toi, ce n'est que, évidemment, du formalisme que tu organises en 4-5 jours et après c'est fini, tu passes à autre chose, tu dis que tu as organisé le dialogue. Il n'est pas venu voir les Camerounais pour leur parler des problèmes du Cameroun. Au contraire, on l'a retrouvé à Paris, encore une fois, comme Aïdjo à l'époque. Et il nous a expliqué que il est venu rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Quand on sait que la France est une partie du problème, de ce problème depuis les années 60, aller rendre compte à la France d'un problème qu'elle a contribué et a créé, il y a quelque chose qui cloche. Donc tu ne peux pas comparer cela avec le MRC. Le MRC, lui, il dit,
Ce que nous ne voulons pas, c'est la sécession. Nous sommes prêts au fédéralisme parce qu'on veut que les différents territoires, les différentes entités du pays bénéficient de manière découpée d'une certaine autonomie pour qu'elles puissent réaliser des choses même sans la mainmise de l'État central. L'État central va parrainer et traiter les grandes questions, mais les entités fédérées vont traiter des questions internes, un peu comme en Allemagne, au Canada, au Nigeria. Maintenant, dans la déclinaison, la matérialisation du fédéralisme, nous avons plusieurs idées, mais nous nous sommes arrêtés sur aucune. Et nous avons décidé de ne nous arrêter sur aucune parce qu'on ne veut pas imposer à nos frères camerounais un certain type de fédéralisme. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est la dislocation du pays. Donc, pour le type de fédéralisme en question, nous allons écouter les uns et les autres. Nous allons apporter nos arguments. Nous allons émettre des avis en fonction de ce qu'ils vont proposer. Nous allons accepter aussi qu'ils émettent des réserves en fonction de ce que nous allons proposer. Et au bout, que ce soit 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on aboutisse à une solution qui arrange plus ou moins le maximum de gens. C'est ça qu'on appelle le consensus. C'est pour ça que je parle de fédéralisme consensuel. Donc c'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. Quand tu me dis le discours est très beau, bah déjà c'est pas une mauvaise chose que le discours soit beau. Je ne sais pas si tu voulais que mon discours soit laid, c'est déjà bien si le discours est beau. Maintenant, je sais pas ce que tu attends de moi, que je te promette que... Enfin, je suis obligé de te dire, nous allons organiser un dialogue sérieux, sans hypocrisie, sans mauvaise foi, et aboutir à des solutions qui vont arranger le maximum de gens. Je ne vais pas te dire... en fait, on va être hypocrite, on va vous tromper, on va vous berner. Donc, je ne sais pas exactement ce que tu attends de moi quand tu me dis que oui, Wilfried, le discours est beau, mais entre la réalité et le discours, il y a deux mondes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant? On est en train de vous proposer notre offre politique. Si le MRC prend le pouvoir, voici ce qu'on va faire. Donc, à part les mots, qu'est-ce que tu veux que j'utilise? Nous n'avons pas les moyens de l'État pour implanter maintenant un type de fédéralisme. J'ai justement la faiblesse de te raconter ce qui a causé la crise actuelle pour te montrer que je sais d'où vient le problème, nous savons d'où vient le problème. Et c'est parce que nous savons d'où vient le problème que nous évitons de faire la même chose que ceux-là qui avant nous ont causé le problème. C'est pour ça que je te dis, on va être ouvert à un dialogue. Maintenant, si tu me dis que bon, qu'est-ce qui vous garantit que vous ne serez pas influencé? Je suis obligé de te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je t'offre comme garantie? La seule chose que je peux te dire, c'est que nous voulons la paix au Cameroun. La garantie, c'est que le geyser de sang, les 6 000, 7 000 morts, on ne les compte même pas parce qu'il n'y a pas d'organisme qui peut vraiment compter les cadavres là-bas. Mais on est à plus de 5-6 000 morts depuis 2016. C'est énorme. Et notre gain à tous, c'est que les morts s'arrêtent. Nous n'avons rien à gagner à ce que les tueries continuent. Donc évidemment, nous allons faire tout ce qui peut être fait pour que les tueries s'arrêtent. À part cela, je ne sais pas quel type de garantie tu veux que je te donne. La femme qui t'épouse te dit « je promets de t'aimer jusqu'à la fin des temps ». Si tu lui demandes quelle est la garantie, elle va te dire « je te promets, enfin, c'est ma parole d'honneur, il faut que tu me crois sur parole, sur l'honneur, sur le fait que je me suis mis volontairement avec toi et que moi aussi j'ai à gagner du fait que la relation se passe très bien, donc voilà, mais sinon... je ne vais pas te montrer l'avenir, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais j'essaye d'avoir une argumentation justifiée par les mauvais calculs de l'histoire, la conférence de Fumban qui a trompé les anglophones, et justement, je te montre que dans notre conférence 2.0, nous n'allons pas tromper les anglophones, donc nous n'allons pas venir avec un dialogue avec une solution préétablie. Sauf que si en même temps vous nous reprochez de ne pas avoir un dialogue préétabli, et en même temps, vous dites qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas nous tromper? Finalement, on ne sait pas ce que vous voulez, parce qu'il n'y a rien de plus sérieux, de plus honnête que de venir justement à une conversation nationale sans idée fixe, sans conclusion préfabriquée, sans volonté d'imposer quoi que ce soit. C'est la manière la plus honnête, justement, de venir à une entrevue nationale. Bref, c'est tout ce que je peux te dire à ce niveau-ci. Question? Répondre à la question. Ok, vas-y. Déjà, le référendum, c'est dans l'exercice du pouvoir. C'est lorsqu'on exerce le pouvoir, quand on est confronté à des grandes difficultés, qu'on soumet le peuple au référendum. Maintenant, lorsqu'on postule pour le pouvoir, on propose au peuple ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a une vision pour le peuple et on amène le peuple à adhérer à cette vision. Mais dans ce raisonnement par l'absurde qui veut que on prend un projet, on dit on n'est pas très sûr du projet,
on va demander au peuple si c'est ce qu'il veut. Je pense que ce n'est pas faire de la politique. À un moment donné, un leader politique, c'est Non, celui... écoute bien. En Colombie, je vous ai dit, il faut que ce soit concret, parce que vous-même, vous avez des phrases bateau. Je vais te prendre un exemple concret. En Colombie, lors de la guerre entre le gouvernement colombien et les FARC, qui durait depuis près d'un demi-siècle, lorsque le président colombien Juan Manuel Santos a remplacé Alvaro Uribe, il a décidé, en étant en 2010, de résoudre la problématique des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la forêt, il a rencontré Monsieur Jiménez, le chef des FARC, ils ont dialogué longtemps. Quand ils ont fini de dialoguer et qu'ils se sont entendus sur les clauses de la coopération pour mettre fin à la guerre, il a donc soumis les clauses au référendum populaire. Et le peuple s'est prononcé sur les différentes clauses. Au début, le peuple a désapprouvé. Le premier référendum s'est soldé par un non. Juan Manuel Santos, constatant donc que le peuple n'était pas d'accord avec les clauses du dialogue avec les FARC, est retourné dans la brousse rencontrer les FARC à nouveau. Et ils ont élaboré une deuxième feuille de route en 2016, qui était un peu meilleure que la première. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2016, parce que il a contribué à amenuiser fortement la crise. Là, je suis en train de te dire que nous aussi, on va faire pareil. On va venir dans un dialogue sérieux avec les anglophones, avec toutes les... référendums. C'est ce que je suis en train de te dire. Il a pris le pouvoir en remplaçant Alvaro Uribe en 2010. C'est pour ça que vous devez éviter les phrases bateau. Je suis dans des exemples concrets. Et c'était pas les mêmes revendications aussi, Monsieur Wilfried. C'était pas les mêmes revendications que la crise anglophone, hein, entre les FARC et la crise anglophone. Vous allez parler l'un à la fois, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et cherchez vraiment quand vous posez. Je reviens encore dessus. C'est-à-dire, c'est pas moi ici l'objectif. C'est-à-dire, cherchez vraiment en toute bonne foi, comme je cherche aussi les solutions avec d'autres Camerounais. Posez vraiment les questions dans la volonté qu'on résolve. Ne soyez pas dans le non absolu, même quand ce qu'on vous démontre est clair. Quand vous dites que c'était pas la même revendication, c'était des forces armées tapis dans la brosse qui voulaient renverser le pouvoir central. C'était une situation de crise qui ravageait le pays depuis plusieurs décennies. Enfin, je veux dire, vous voyez la différence à quel niveau? Peut-être que eux, ils ne voulaient pas la sécession, ils voulaient prendre le pouvoir à la place du gouvernement de Bogota, mais ça change rien. C'était des forces armées révolutionnaires, des guerrieros qui se battaient contre le pouvoir central et qui causaient énormément de morts dans le pays, dont l'enjeu était le même: mettre fin aux tueries, repacifier le pays, déposer les armes. Quand vous dites que c'était pas la même chose, c'est pas la même chose comment? Il s'agit du même enjeu. C'est pas la même chose. Les FARC, c'était pour prendre le pouvoir central, comme vous avez dit, et les anglophones ne veulent pas le pouvoir central, ils veulent une autonomie de leur région. Et qu'est-ce que ça change? Dès que tu as dit ça, qu'est-ce que ça change? Dès que tu as dit ça, qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est différent. Vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Non. J'ai l'impression que vous avez seulement envie de dire ce n'est pas la même chose. Dès que tu as fini de dire c'est pas la même chose, est-ce que dans la résolution, Bobo, tu n'es pas le seul qui pourra poser des questions. Alors quand tu poses une ou deux questions, tu attends la réponse. J'ai même pas fini ma question, hein. Voilà. Est-ce que dans la résolution, parce que vous avez envie de dire, ok, ce n'est pas la même chose, mais à part le fait que les uns revendiquaient la sécession et les autres voulaient le pouvoir central, où est la différence? Le reste est absolument pareil, c'est-à-dire ceux qui revendiquent donc quelque chose par rapport au gouvernement mènent la guerre contre ce gouvernement-là. Le nombre de morts, c'est absolument la même chose, les armes sont absolument les mêmes, la nécessité de dialoguer est absolument la même. Donc, dans le même ordre d'idées, on convoque les belligérants à la table des négociations. On dit, voici ce que nous on propose pour que tout le monde soit content. Voici les solutions que voici notre promptitude à écouter vos opinions, parce que on se dit que vous êtes quand même nos concitoyens. Certes, vous avez été radicalisés, mais le but n'est pas de tuer tout le monde. Le but, c'est de déradicaliser ceux qui se sont radicalisés, quelles que soient les revendications. Je te signale que même dans le NOZO actuellement, les revendications sont diverses et variées. Il y en a qui veulent la sécession, il y en a qui, si c'était possible, d'en découdre avec le gouvernement central. N'oublie pas qu'à une certaine période, il y avait des attentats qui avaient commencé, des trucs qui explosaient déjà, des bombes artisanales dans Yaoundé. Donc ne dis pas que c'est différent, ou bien il y a des anglophones, enfin des sécessionnistes là, tu leur donnes la possibilité de renverser Paul Biya, ils ne vont pas hésiter une seule seconde. Donc ne dites pas seulement pour dire ce n'est pas la même chose. Dès que tu as fini de dire ce n'est pas la même chose, quelqu'un d'autre va poser la question. Je finis ma question parce que tu m'as coupé.
Mais c'est pas de ma faute si vous posez des questions en parallèle. Mais tu m'as On avait d'une compris. question à la fois, vous parliez en même temps. Pour finir, alors, parce que pour faire simple, faut pas C'est ton frère qui compliquer. t'a coupé. Pour faire simple, en réalité, le MRC, en ce qui concerne, euh, comment on dit ça, la forme de l'État, le MRC va soumettre son projet à la population, c'est ça? À la fin, je recommence. Parce que ce soit Oh en là là. commentaire ou ici. Non, attends, je recommence. Parce que on vous répond. C'est pas de ma faute si même quand je suis le premier surpris. Je vous dis, Juan Manuel Santos a discuté avec les Je vous ai posé une belligérants. question, vous allez Ils en ont établi Colombie. Mais Je vous ai posé une laisse-moi question, vous finir. allez en Colombie. Je vous pose une question simple. En ce qui concerne la forme de l'État, le Est-ce que vous MRC va avez donc proposer la forme de l'État aux populations qui vont décider, c'est ça? On n'est pas à la Laisse maternelle. ici. Écoutez la réponse aux questions. C'est de l'avenir d'un pays qu'on parle. Arrêtez avec ça. C'est de Mais on l'avenir d'un arrête pays qu'on quoi? parle. Tu nous C'est amènes pas en oui. Colombie, tu nous reviens C'est ici, pas tu sais, tu racontes des trucs. On te pose une question simple. Est-ce non. que, en ce La qui concerne la La forme de réponse est l'État, tout aussi simple, cher ami. est-ce Quand je que, en ce parle qui d'exemple, Quand tu concerne, c'est poses pour la que les pays proposer question, donc comprennent laisse comment ça ici fonctionnait répondre, s'il te ailleurs. plaît. Vous pouvez pas vous changer de parole. Il est là pour répondre à tes questions. Quand tu il n'est poses pas en train de s'il répondre à te mes plaît, questions. s'il te Ma plaît, question est simple. s'il te plaît. Tu me ramènes en Écoute bien. Colombie. Il a bien compris, comme c'est simple. Laisse Fried maintenant répondre. Est-ce qu'on peut aller? Si tu S'il veux, te plaît. si tu préfères que j'évacue, donc je me débarrasse de toi, oui, non, et après tu descends quelqu'un. Si c'est ce que Il n'y tu a pas de préfères, j'ai pas de souci. Il n'y a problème, pas hein. de souci. Il n'y a On dit pas de souci. oui, non, mais ça ne va. Tu sais, il y a près de 300 personnes qui nous écoutent. Permets à ceux qui veulent en savoir davantage d'être mieux édifiés. Si tu veux le oui, non, on fait un quiz, je t'envoie un formulaire par message et c'est bon. Mais si tu veux On est en train connaître un peu d'avancer. On est la au niveau réelle de la forme situation de dans laquelle l'État. on vit, On est au niveau de la forme de oui, l'État. au niveau de la forme de l'État, le MRC a donc prévu, le MRC, je ne vais jamais répondre à oui, non, ça ne nous aide en rien. Le MRC a prévu de discuter avec les parties belligérantes et de partager les opinions. Maintenant, de tirer les solutions qui avantagent le maximum de gens. Rien n'est parfait, c'est pour ça que je ne dis pas qui avantage tout le monde, mais qui arrange le maximum de gens. C'est ça que j'appelle le consensus. Et comme en Colombie, une fois que c'est élaboré, on soumet à la volonté populaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Maintenant, le peuple s'exprime si les clauses à l'issue du dialogue nous ont permis, si les clauses à l'issue du dialogue sont convaincantes pour la majorité de la population. Si ce n'est pas le cas, on peut retourner à un deuxième dialogue. Tu me reproches de parler de Colombie, mais attends, tu as un voisin quelque part dans le monde qui a connu une situation de crise et qui a trouvé le moyen de résoudre la crise à au moins 80%. Nous, on essaie de prendre l'exemple de là où ça a fonctionné et tu me reproches de m'inspirer de là où ça a fonctionné. Ça veut dire que votre finalité n'est pas de mettre fin à la crise. Vous voulez juste qu'on parle dans le vide. Je prends un exemple clair. Quand on ne prend pas d'exemple clair, vous dites en commentaire, il bavarde dans le vide. Dès qu'on prend un exemple clair, il me parle de la Colombie. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai commencé par le Cameroun. J'ai dit la conférence de Fumban a été une rencontre de la roublardise, comme le dit Eno Meyemes dans son livre, et j'ai dit que ça a continué avec l'État unitaire imposé de manière bizarre par un référendum qu'on a organisé dans les deux zones, au lieu de l'organiser en zone anglophone exclusivement, vu que c'est eux qui se sont rattachés 11 ans plus tôt, et que c'était à eux qu'il fallait demander s'ils veulent l'État unitaire, oui ou non, puisque la partie francophone, elle voulait de toute façon l'État unitaire. Et j'ai terminé en disant que Paul Biya a effacé carrément même cet épisode de l'histoire en enlevant en 84 République unie, c'est redevenu République du Cameroun, comme s'il n'y avait pas eu une entité qui s'était agrafée à nous. Et après, j'ai ajouté le bonus, la goutte d'eau de 2016, la radicalisation des anglophones à partir de la répression suite aux revendications des avocats et des enseignants. Donc quand j'ai donc fini Donc, de en parler fin de de la compte, genèse les du conflit, populations vont décider. On passe à quand quelqu'un j'ai donc d'autre fini de propose parler de la poser la genèse du question. conflit dans le J'ai pays, suivi votre réponse, j'arrive les aux populations vont solutions et je décider. dis, Quelqu'un non, les d'autre pose la solutions question. inspirant. Les populations vont Oui, décider. laisse J'ai suivi quelqu'un d'autre votre pour les réponse. laisse. Et Oui, permets-moi de finir. Il n'y a pas que, s'il te plaît, il n'y a pas que toi. Si tu as fini, laisse que je finisse ça, puisque tu ne vas plus poser. Ne m'empêche pas de finir mon développement alors que tu ne vas de toute façon plus poser de questions. On édifie ceux qui veulent l'être. Et je dis, quand j'ai donc fini d'expliquer la genèse du conflit au Cameroun et qu'on me demande les solutions, je réponds, on va s'inspirer des endroits dans le monde où ça a fonctionné. Et l'un des endroits où ça a fonctionné, qui avait une crise similaire dans un passé récent,
c'est la Colombie. Je prends l'exemple de la Colombie parce que la Colombie élabore son dialogue avec les FARC. Ça se termine en 2016, au moment où la crise anglophone commence au Cameroun, la même année dont je m'inspire de ce pays-là qui, lui, résolvait ses problèmes au moment où nous commencions, nous, les nôtres. Et je dis, si le voisin a élaboré des méthodes qui ont fonctionné, mais pourquoi se priver d'appliquer les mêmes méthodes? Donc, oui, nous allons appliquer les mêmes méthodes. On va dire aux anglophones que bon, nous voulons le fédéralisme de toute façon. Nous voulons que chacune des entités fédérées ait une large autonomie à l'intérieur du pays, c'est-à-dire une police de proximité, une administration de proximité, une administration de proximité pour les pièces d'identité, pour les petites exigences du quotidien. Maintenant, les détails de la déclinaison, les détails de la mise sur pied du fédéralisme, on est ouvert à l'échange avec vous, avec vos propositions. Peut-être que vous avez des idées qui sont même encore meilleures que celles qu'on a proposées. On va les prendre si elles sont meilleures. C'est ce que je ne fais que vous dire depuis le début. Vous aimez placarder, le MRC n'a pas d'idée. On a bien dit qu'on veut un découpage qui sort du jacobinisme, qui ne veut plus dépendre d'un seul noyau gouvernemental, comme c'est le cas au Cameroun avec l'État unitaire. Yaoundé qui contrôle tout, qui fait la pluie et le beau temps. On veut sortir de là, on veut fédérer le pays. Maintenant, la mise sur pied dans le détail du fédéralisme va découler du dialogue avec toutes les forces vives, comme vous les appelez, de la nation. Une fois qu'on a fini, on va voir le peuple s'il est d'accord avec cela. On a donc décidé qu'on va faire un fédéralisme à 18 États avec peut-être, je sais pas, supposons un État du Nord qui est spécialisé dans la production des panneaux solaires, un État du Moyen-Nord qui est spécialisé par exemple dans la production du lait pour l'indépendance de produits lactés du Cameroun et ainsi de suite. Donc on a fait ce référendum à 18 États. Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez? On soumet la question au peuple. Si le peuple se prononce par exemple majoritairement par le oui, on dit c'est pas parfait, mais au moins ça a séduit la majorité de la population. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous nous reprochez à ce niveau-là, dans cette manière de voir les choses. Pour moi, c'est de loin la meilleure façon de procéder. Merci Wilfred. Je crois qu'il a été clair là-dessus. S'il y a une autre question, on passe le flambeau. Je peux poser une question. Bonsoir. Bonsoir, vas-y, Bonsoir. mon frère. Comme de Matoma. Je vais revenir encore sur le sujet. Je pense que, comme le disait tantôt Donny Pat, je pense que le contexte de la Colombie et le contexte du Nozo est très différent. On ne va pas mélanger les deux. Déjà, en Colombie, ils ont une langue unique, qui est l'espagnol. Et les FARC, le problème était de contrôler le pouvoir central. Déjà, sur ça, on est clair. Et nous savons aussi qu'ils ont eu le soutien des pays voisins tels que l'Équateur, le Venezuela. Rien que pour ça, nous devions être clairs sur ce point, monsieur Wilfred Ekanga. Oui, mais ça change quoi en fait? Ça change déjà concernant le Nozo, je pense pas que les pays voisins soient en collaboration avec le Nozo. Bref, c'est même pas là ma question. Je voulais juste faire certaines observations. Vous avez dit tantôt aussi ne vous dispersez pas dans vos propres questions. Soyez précis, ça ne change rien du tout. Non, là, je fais juste certaines observations. Laissez-moi atteindre le bout de ma question, s'il vous plaît. Vous avez dit tantôt aussi que au Congrès, à la conférence de Fumban, on a trompé les anglophones. C'est comme si, quand vous le dites, c'est comme si nous sommes deux peuples différents et qu'une des langues internationales qu'on ne connaît d'où ça sort vient nous séparer, qu'on a trompé les autres. Et je pense que quand vous allez organiser déjà une conférence de réconciliation, je pense que vous deviez déjà avoir une politique. Et généralement, il ne faut pas qu'on vienne tromper le peuple, il faut qu'on vienne déjà avec une idée. Quand vous venez déjà organiser une réconciliation, c'est parce que vous avez déjà votre idée et vous saviez déjà où ça doit aboutir, en bon politicien. Parce que vous n'avez pas venu nous dire que non, vous allez écouter ce que le peuple va dire et après c'est par rapport à ce que le peuple dira que vous allez choisir. Ça, c'est vouloir nous tromper. La question que je voulais... Finalement, je ne comprends pas. Vous nous reprochez, on m'a reproché tout à l'heure le fait que le MRC n'a pas d'idée précise. Là, toi, tu me reproches d'avoir une idée précise et Là, de vouloir tromper le peuple. Finalement, vous nous reprochez une chose et son contraire. C'est amusant. Puisque vous dites que vous allez, c'est par rapport à ce que le peuple décidera que vous allez opter votre politique. Là, vous nous confirmez que vous n'avez pas d'idée précise concernant ce problème-là. Moi, ma question est de savoir... Mais là, tout à l'heure, tu viens de me reprocher d'avoir une idée et de vouloir tromper les gens. Donc, finalement, je n'arrive plus à vous suivre.
Ton ami m'a reproché le fait que le MRC n'a pas d'idée précise. Là, toi, tu me reproches d'avoir une idée précise et de vouloir Non, tromper les là, gens. vous confirmez, vous confirmez plutôt que vous n'avez pas d'idée précise, parce que Non, venant j'ai été dit, clair. J'ai été clair dans, soit vous le faites exprès, j'ai été clair dans le développement, mais vraiment très clair. À un moment donné, on fait exprès de ne pas entendre. Quelqu'un ne peut pas te dire, il va pleuvoir demain, et toi tu lui réponds, ah, je t'ai demandé quel temps il fera demain, tu m'as dit que tu ne sais pas. Or, il vient de te dire, il va pleuvoir demain. J'ai été clair dans le développement de ce que veut le MRC. J'ai été très clair. Si vous voulez qu'on marque le pas sur place, libre à vous, mais il y a 350 personnes qui nous écoutent et qui, elles, ont enregistré ce que j'ai dit à ce sujet. Certains veulent comprendre, d'autres ne veulent pas. C'est tout. Wilfried, juste pour recadrer ceux qui posent des questions. Les gars, il y a d'autres personnes qui sont en train de demander en bas. Il y a beaucoup de questions à poser. Je pense que par rapport au mode de gouvernance que le MRC proposé par va appliquer, ils ont donné leur position sur le système qu'ils veulent mettre en place, comment ils veulent décider. Donc Non, maintenant, ils n'ont si pas donné de position. Ils disent que les populations vont choisir. Alors, Mais c'est nous une pouvons position. descendre Il faut certains pour interpréter faire ce qu'il a monter dit. d'autres ça aussi. fait toujours une position. Caroline, Leur moi, je peux choix. poser la dernière question et après, je descends. Bien sûr, Bobo, merci. non, je Leur vais pas choix. encore poser mes questions. Donc allez-y à la Moi, je vais question. descendre après. Vous n'êtes pas venu ici pour un punching ball. Posez vos questions, il répond et on passe au suivant, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord, c'est ce que je veux faire, c'est pour ça que je laissé parler. Bref, la question que je voulais poser est de savoir, que feriez-vous, par exemple, nous savons, par exemple, dans le problème du Nozo, nous savons que ce problème-là n'est pas que camerounais, il y a aussi des multinationales et d'autres forces endogènes qui sont derrière ce problème. Comment comptez-vous résoudre ce problème avec la participation de ceux-là? Merci. C'est pour ça que vous savez, il est important justement quand on répond à ce type de questions, de me laisser développer, parce que je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu intègres tous ces paramètres, et c'est justement pour situer les Camerounais dans le contexte où nous nous trouvons que je reviens souvent sur les origines, le contexte et tout le tralala. Sauf que parfois, tu as des Camerounais qui te disent, ah, monsieur frère, répondez. Dès qu'on essaie de revenir sur les, ah oui, on ne vous a pas demandé les gens veulent qu'on placarde une réponse alors que les enjeux sont compliqués et complexes. Déjà la première partie, avant que tu ne poses ta question, ce qui ressemblait un peu à un reproche, tu m'as dit oui, mais on ne doit pas faire comme si nous définissons par les langues étrangères. Quand on dit anglophone, je ne parle pas d'une ethnie ou d'une tribu, je parle d'une entité politique, parce que quand le Cameroun est né en tant que république, comme on la connaît aujourd'hui, en 1960, il n'intégrait pas la rive gauche du Mongo, justement. Cette rive gauche du Mongo s'est agrafée à nous l'année d'après, le 11 février 61. C'est pour ça que qu'on le veuille ou non, on est obligé de prendre cela en compte. C'est vrai que c'est dommage de s'identifier à ceux qui nous ont colonisés, mais c'est la réalité politique de notre pays, malheureusement, nous l'impose, parce qu'à l'époque, on n'était pas le Cameroun. Ceux qui ont fondé entre guillemets, le Cameroun comme pays, en tout cas ceux qui ont posé les jalons de ça, là, ce sont les colons allemands, puis français. Nous avons été sous le traité Germano-Douala, pris littéralement en otage par les Allemands sous Gustave Nachtigal. Et quand les Allemands perdent dans la guerre en 1916-1919 avec le traité de Versailles, la France et l'Angleterre récupèrent sous la gouvernance d'un condominium où deux entités assurent justement le mandat de la Société des Nations. La Société des Nations va muer en 45 après la Deuxième Guerre mondiale et devenir l'Organisation des Nations Unies, et on va continuer à être administré par les deux entités qui assurent le condominium. On appelle ça la mise sous tutelle. Donc, la mise sous tutelle, c'est dans l'optique de devenir des États avec donc la possibilité d'être des pays comme sous la forme de ceux qui nous ont colonisés, la France et la Grande-Bretagne. Sauf que la Grande-Bretagne administre dans une partie du territoire que possédaient les Allemands. Les Français administrent une autre partie. Et maintenant, la partie francophone accède à l'indépendance. Bon, pas vraiment une indépendance, mais ça, c'est pas le sujet. On y reviendra plus tard. Appelons ça indépendance. On se comprend. La partie francophone accède donc à l'indépendance en janvier 60, mais la partie anglophone n'est pas encore là. Donc, quand on devient le Cameroun, nous qui sommes à Yaoundé et Bolova à Batouri, on est un Cameroun, on est un pays déjà en 60. Maintenant, il y a une partie du territoire qui était contrôlée donc par les colons qui doit encore se prononcer. Est-ce qu'ils veulent venir avec nous ou est-ce qu'ils veulent être plutôt nigérians? Lorsque le référendum est organisé donc, et que la partie du sud
de la zone contrôlée par les Britanniques décident de se joindre à nous, ils décident de venir à nous à une seule condition, que ce soit une république fédérale. C'était la condition. Donc, on ne peut pas dire que bon, on va faire comme si ça n'existait pas, comme ce passé n'a pas existé. On doit intégrer leur particularisme, à savoir l'historique avec la Grande-Bretagne et le fait qu'ils sont venus vers nous délibérément et le fait qu'ils sont venus vers nous délibérément en ayant en tête la promesse qu'ils auront une large autonomie à l'intérieur de la fédération. Donc, au moment où on commence à ne plus respecter ce qui avait été décidé, on est obligé de revenir en arrière et de dire que c'est vrai, on n'a pas été juste envers vous. C'est donc pour ça que dans notre organisation du fédéralisme, on doit les intégrer en tant qu'entité qui s'était agrafée à nous volontairement en 61, en ayant en tête que ce sera le fédéralisme, une autonomie interne. On ne peut pas faire comme avec les ethnies et dire que bon, on est tous Camerounais, on s'en fout, on ne considère pas la particularité de telle ou telle région. Non, ça c'est différent. Là, c'est une particularité politique, pas ethnique, pas tribale, une particularité politique historique et une particularité qui était détruite par un mensonge. Si les anglophones avaient su que nous allions les tromper et abolir la fédération, jamais ils ne seraient venus. Puisque le Nigeria est une fédération, il serait resté là-bas comme le demandait le chief Emmanuel Ndele. Ils sont venus dans la zone francophone en se disant ça va continuer comme tel. Et tout à l'heure, j'ai dit, monsieur le chief Emmanuel Ndele avait prévenu et avait dit que le jacobinisme de l'éducation française va faire que vous risquez vous perdre et l'entité, l'autonomie qu'on espère avoir, on ne l'aura pas parce que tout sera contrôlé par Paris. C'est là où je viens à ta question pour dire que oui, tu as raison, puisque les craintes d'Emmanuel Ndele ont été, se sont avérées. La France contrôlait tout. La France menait une guerre avec la Grande-Bretagne. On a eu dans le Nigeria voisin la confrontation jusqu'en 67 avec la guerre de Biafra, où l'entreprise Total et British Petroleum se battaient pour contrôler les richesses de la zone et où Total à ce moment-là soutenait plutôt la sécession de la zone de Biafra. Maintenant, dans le contexte camerounais, comme la France s'était taillé la part du lion, elle voulait repousser au maximum la Grande-Bretagne. Et la France avait l'avantage que la Grande-Bretagne a la particularité de l'indirect rule, l'administration indirecte, la délégation de pouvoir au sens littéral du terme, dont elle n'était plus très présente. Ça donnait en fait un grand boulevard à la France de franciser ou de francophoniser toute la zone pour que tout le Cameroun soit francophone et que l'entité anglophone disparaisse et se fonde dans la partie francophone. C'est ce que Ahidjo a donc commencé à mettre sur pied dès la conférence de Fumban de juillet 61. Et c'est ce que j'explique depuis quand je dis le MRC va éviter cela. Parce que la conférence de juillet 61 est organisée par les réseaux les réseaux français, De Gaulle, Focard, machin, pour implémenter une vision qui va petit à petit faire fondre la zone anglophone dans la partie francophone. C'est pour ça donc qu'il vient avec une constitution préétablie, et c'est pour ça qu'on parle de la rencontre de la roublardise, et c'est pour ça que la conférence ne dure que 5 jours. Or, les anglophones ont un gros texte à étudier que Ahidjo leur a ramené. 5 jours ne suffit pas. Maintenant, amadoué par Ahidjo, John Gufoncha réussit à convaincre les anglophones en leur disant « Bon, faites confiance à Ahidjo, acceptons d'aller comme on va là, ça va, ça ira, ne vous en faites pas. » Mais les problèmes commencent juste après, parce que après le fait que la Constitution ait donc été promulguée le 1er septembre 61, après que la République fédérale ait vu le jour le 1er octobre 61, le premier gouvernement d'Ahidjo intervient le 20 octobre et un découpage territorial intervient juste après, où à l'intérieur de la partie anglophone, Ahidjo découpe encore la partie anglophone en plusieurs secteurs, où il envoie des administrateurs francophones imposer leurs lois alors que John Gufoncha est premier ministre anglophone. Et où il commence à se poser la question, mais quel est le réel pouvoir que j'ai en fait? Parce que ce que Ahidjo a envoyé ici finalement, c'est eux qui détiennent la réalité du pouvoir. Moi, c'est comme si je ne suis qu'un faire-valoir. Et cela va s'accentuer toujours sous la pression française en 72 où on crée de faux motifs, économie de fonds, économie budgétaire, blablabla, pour en fait organiser une fonte réelle de la zone anglophone. On fait dans le référendum de 72. Les gens ont posé la question, mais pourquoi est-ce que, vu que les anglophones sont venus vers nous volontairement, pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas à eux, si maintenant, eux qui sont venus parce qu'ils voulaient le fédéralisme dans la République, est-ce que eux maintenant veulent l'État unitaire? On n'a pas fait cela, on a posé les questions de manière globale, de manière à ce que, sachant que les francophones sont plus nombreux, même si les anglophones disent non, de toute façon la partie francophone va l'emporter, donc
ce sera de toute façon le oui, et c'est comme ça que l'État unitaire a été implémenté en 72. En raison des problèmes entre Mitterrand et De Gaulle, entre Mitterrand et Ahidjo, Mitterrand a chassé Ahidjo du pouvoir en 82. Il a mis Paul Biya, mais la continuité de la politique voulue par la France a été la même, c'est-à-dire Paul Biya, en 84, 2 ans après avoir pris le pouvoir, enlève même le fait que c'était une république fédérale qui est devenue unie, ça devient République du Cameroun. Et donc, il parachève plus ou moins l'œuvre de la France. La même France qui va le soutenir en 92 quand Né John Frondi gagne les élections et que, évidemment, la France a entrepris de protéger son poulain. Hors de question que les anglophones l'emportent et c'est pour ça que tous les soutiens demandés par Né John Frondi internationaux n'ont pas été écoutés parce que la France a joué des coudes pour qu'il n'ait pas de soutien et pour que son poulain Biya reste au pouvoir. Donc, évidemment, la puissance coloniale a eu sa mainmise. Le MRC dit donc nous là, on va faire bloc, c'est-à-dire ce ne sera pas des Camerounais qui se lient, ce ne sera pas des Camerounais soumis aux desiderata d'un colon qui vont aller contre d'autres Camerounais pour matérialiser la volonté du colon. Non, ce sera un vrai dialogue inter-camerounais où nous venons, contrairement à Ahidjo qui avait donc des idées arrêtées, des préfabriqués décidés depuis Paris, où nous venons en toute bonne foi en disant non là, on n'arrête rien. On vient vers vous écouter vos opinions. Si vos opinions sont les meilleures, on les implante celles-là. C'est pour ça que depuis je dis que je ne comprends pas les gens qui continuent de nous dire que oui, vous n'avez rien de prévu, vous n'avez rien, et qui en même temps vont nous reprocher d'avoir des idées préfabriquées sous influence, entre autres sous influence coloniale. Nous, on essaye donc, à la lumière de toute l'histoire que je viens de raconter, de faire le contraire de ce qui a été fait, puisque ce qui a été fait n'a conduit que à des échecs et à une impasse et une guerre et un geyser de sang. Nous, on va donc mettre fin à cela et venir avec une autre approche. On prend les anglophones au sérieux, on prend les Camerounais au sérieux, on dit, les gars, parlez, on vous écoute. On est bloqué sur rien, on est fermé sur rien. Ce que vous allez proposer, si c'est convaincant, nous-mêmes, on est prêts à mettre sur pied vos mesures à vous. Si elles sont meilleures, si elles sont convaincantes, si elles sont pertinentes. Parce que la solution pour la paix au Cameroun, c'est de mettre en place ce que veulent les Camerounais, pas ce que veut un pays étranger, pas ce que veut un colon. C'est pas de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, mais de réaliser les rêves des Camerounais à l'intérieur du Cameroun. Maintenant, tu me demandes l'influence extérieure, il suffit de dire, les temps ont changé. Même Mahamat Idriss Déby a su dire à la France que tu te trompes d'époque, Emmanuel Macron. Et quand il a voulu se débarrasser des bases militaires, tu as vu comment en un mois, il a démantelé la base de Faya, la base de Abéché, la base de N'Djamena. Tu as vu comment les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont également procédé dans leur autonomie, allant même jusqu'à expulser des ambassadeurs qui avaient un discours contraire aux aspirations du peuple, ou à retirer, dans le cas du Niger, des mains de la France, la mine de Imouraren, parce que la France tardait à la mettre en exploitation. Donc, je suis obligé de te dire que, puisqu'on est en 2025-2026, le MRC aussi a prévu que si les désirata des colons, si les Français, les colons d'hier n'ont pas compris que les temps ont changé et qu'on ne souffle plus à l'oreille des dirigeants africains pour leur imposer des idéologies, on va le leur faire savoir, comme on l'a vu chez nos voisins, qui ont su dire que non, soit les choses se passent comme nous, les Camerounais, on a envie qu'elles se passent, soit vous nous foutez la paix. Donc maintenant, vous êtes libre de ne pas me croire. Je vous dis ce que nous, on a prévu de faire. Le fait de ne pas me croire est de votre plein droit, mais je n'ai pas le choix de mon côté. Je suis obligé de vous dire ce que nous, on a prévu de faire. Peut-être qu'il faudra que nous matérialisons cela pour que vous nous croyiez. C'est toujours de bonne guerre. Parfois, une femme non plus ne te croit pas quand tu lui dis que tu es un homme sérieux. Et si au fur et à mesure de la relation, qu'elle voit que tu es un homme sérieux. Donc, on fait ce qu'on a à faire. On essaie de conquérir le pouvoir pour mettre fin à cette crise. Et si les étoiles sont alignées et qu'on y arrive, on va faire exactement ce que je viens de dire. Que les gens soient convaincus en amont ou non. J'ai l'impression que les gens qui montent, ils ne posent même pas les questions sur le programme, les questions de fond. Posez les vraies questions. N'évitez pas les questions. Les NDPCistes Niveau de la la montée. forme de l'État. Doni Patassoni, on Je a pense déjà qu'on va répondu à cette progressivement. question. La forme de l'État, c'est un programme. Charlie, s'il te plaît, Momo. on a déjà répondu. Faites monter d'autres personnes. Attends, s'il te Doni, plaît. n'hésitez même pas à vous occuper La une place personne pour qui elle. me pose encore la même question, je le fais descendre.
Parce qu'il y a d'autres qui sont en train d'attendre là-bas aussi pour monter et poser des vraies questions. Donc, il faut qu'on avance. Ils ne veulent même, j'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas comprendre. Certains ont des commentaires préfabriqués qui copient, ils collent. Dès que tu leur expliques, ils écrivent, ils racontent quoi au final? Non, ce que je raconte est très précis. Comme j'ai dit, c'est libre à chacun. Les gens qui pensent que dans une discussion politique, votre adversaire, c'est celui qui parle avec vous, ben vous vous égarez volontairement. Vous devez, comme moi, cultiver la même envie de voir le problème au Cameroun être résolu. Donc, soit vous voulez que les problèmes soient résolus, soit vous avez d'autres agendas ou d'autres aspirations, d'autres animosités, et vous décidez de ne rien vouloir comprendre. L'avantage, c'est que le MRC n'empêche personne de conquérir aussi le pouvoir. Peut-être que vous avez une meilleure idée que la nôtre. Vous avez certainement des partis politiques. Allez aussi battre campagne auprès des Camerounais. Présentez votre idée qui est meilleure que la nôtre. Ça ne me pose aucun problème tant que ça peut conduire à la paix dans le pays. Mais si vous venez faire juste de la roublardise pendant qu'on explique, vous revenez aux mêmes questions juste pour discréditer quelqu'un qui prend la peine de vous expliquer dans le détail, ah tant pis. Ou si vous voulez qu'on vous réponde par oui, non, je peux aussi le faire. Comme ça, on passe très vite. Mais ne dites pas après que vous restez sur votre fin. Je suis Oui, le frère, vas-y. Paddy, tu auras la parole. Attends, Paddy, bonsoir. Chacun prend la parole à son temps, s'il vous plaît. Merci. Non, il peut parler, j'avais fini. Vas-y, Mpadi Asanga, dans la courtoisie, tu peux poser ta question, tu Nous peux allons passer parler. la parole. Et Palais, tu as une question ou pas? J'ai une question. Voilà, tu as la parole. Bonjour Wilfried, je t'écoute beaucoup et te dire merci d'abord pour le travail que tu fais. Et c'est beaucoup de courage de te placer face au peuple comme ça pour répondre à toutes les questions. Moi, j'apprécie vraiment ce courage. Moi, j'ai une question et cette question, je l'ai depuis. Et j'ai juste l'occasion de la poser au moment venu. Pour moi, le véritable problème du Cameroun, c'est la longévité au pouvoir. Un pouvoir qui a mis 43 ans déjà, c'est assez de temps pour qu'il y ait eu des ramifications et qui devient assez difficile pour pouvoir le descendre, pour pouvoir passer à autre chose, passer à un autre pouvoir. Pour moi, la question que je pose, c'est comment faire pour que même après, même si vous accédez au pouvoir, même après que vous ayez accédé au pouvoir, que le prochain président ne puisse pas changer la constitution d'un mandat renouvelable, qui pour stopper cette longévité au pouvoir. Pour moi, c'est ça la question que je veux poser. On a prévu en tout cas d'inscrire dans la Constitution deux mandats de 5 ans non renouvelables. Donc en fait, on se dit, nous allons créer une deuxième république parce que en fait, Ahidjo, Biya, c'est toujours la première république. C'est une sorte de continuité. On a changé les personnes. Ils ont eu leur guéguerre personnelle, mais la politique menée était sensiblement la même. Dans la deuxième république, nous faisons ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire de la pédagogie politique. On essaie de créer un nouveau type de Camerounais. Les Camerounais qui ne font pas la talako, qui ne font pas dans les louanges, peut-être il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas dans les coulisses, mais si vous pensez que nous qui parlons à Maurice Kamto, chaque fois tout est rose et que c'est non, pas du tout. Vous n'avez jamais vu Maurice Kamto en colère en privé, vous ne le reconnaîtriez pas. Il aime quand les choses sont bien faites, il aime quand Et si tu n'es pas d'accord avec son avis, tu dois pouvoir convaincre, tu ne dois pas dire par caprice je ne suis pas d'accord. Donc il va te challenger sérieusement, il va te mettre en grande difficulté. Ça ne rigole pas en coulisses. Parce que, et justement, et nous nous entraînons à cet exercice-là, pour ne pas être dans les atalakos. Vous allez d'ailleurs constater que, enfin, je vais peut-être parler de ce détail plus tard, c'est pas important. Mais c'est pour dire, nous créons un type de Camerounais qui va être convaincu par le projet politique. C'est pour ça que depuis, c'est-à-dire quand les gens posaient la question, la forme de l'été tout le temps, vous m'avez vu parler d'histoire du Cameroun, de projets de société, de ci, de ça, vous ne m'avez pas vu vous raconter comment Kamto est toujours shoga, il est bardé de diplômes, non. On part d'un projet de gouvernance, une idée de la République, c'est-à-dire le MRC doit pouvoir exister même en dehors de Maurice Kamto. C'est ce type de pays-là que nous essayons de créer. Ça permettra à ce que, après peut-être un mandat ou 2 mandats du premier président du MRC, on ait un nouveau type de Camerounais qui ne sert pas d'antichambre au Parlement, qui ne fait pas le béni oui et qui, voilà, sait mettre l'intérêt du peuple en avant. Donc si quelqu'un vient et pour ses besoins personnels veut modifier la Constitution pour se prolonger, se pérenniser, on ambitionne de créer donc ce type de Camerounais là qui une fois à l'Assemblée
ne ferme pas les yeux et applique comme un automate les caprices d'un individu qui a soif de pouvoir. On veut donc créer un type de Camerounais qui sait dire non, je ne suis pas d'accord avec ceci. La modification constitutionnelle sur la simple volonté de rester là éternellement n'est pas pertinente. Elle n'est même pas, elle n'est même pas conforme à la loi fondamentale du pays dont on refuse. Moi, j'ai eu cette expérience en Allemagne plusieurs fois avec un député de la CDU, Wolfgang Bosbach, qui savait s'opposer aux idées d'Angela Merkel quand elle ne cadrait pas avec ce qui, pour lui, était plus conforme aux idéaux de la nation. On a vu des gens comme Madame Wagenknecht qui est quittée du parti Die Linke parce que il y avait à un moment donné une sorte de divergence de projection. Et en fait, on veut ce type de Camerounais-là qui est focalisé sur la conviction. On a dit que pour empêcher la boulimie du pouvoir, on va procéder à une limitation des mandats, en disant que oui, non renouvelable, dont on met dans la Constitution que c'est inamovible, c'est non renouvelable. Maintenant, comme on ne sera plus là dans 100 ans, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe après notre mort, on veut quand même laisser derrière nous un type de Camerounais qui va rester imprégné de cette idéologie de conviction, qui ne va pas accepter les envies de faste et de tapis rouge d'un homme qui a du mal à quitter le pouvoir et qui va donc vouloir rester là 6000 ans, qui va pouvoir dire à l'Assemblée même, ou au Sénat, que non, on n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses si on était dans une situation de guerre absolue, comme aux États-Unis sous Franklin Delano Roosevelt, qui a fait 4 mandats parce qu'on était en situation de guerre, et encore il était très malade, donc il est mort à peine le premier mandat entamé, il est mort en 1945, au moment où la guerre aussi se terminait. Il était là depuis 1932. Donc, mis à part cela, tous les dirigeants des États-Unis ont fait leurs 2 mandats habituels, y compris le le premier président des États-Unis, George Washington, à partir de 1798, donc à la fin du XVIIIe siècle. Lui non plus, il ne s'est pas dit, comme je suis le président fondateur, comme je suis le premier président des États-Unis, je vais rester là plus que de raison. Non, il a fait comme d'habitude, et tous ceux qui l'ont suivi ont fait. Boss, can I come in? Because I have the impression that I am sitting in a history class with my... Laisse-moi, tu sais, c'est pas, en fait, je ne suis pas ici pour des règlements de compte personnel. Donc, si on va échanger, soit permets-moi de finir ce que je suis en train de finir. On m'a invité ici et je réponds aux questions. Si ce que je te dis ne te convient pas ou je suis désolé, je réponds à une question. If you don't want to sit in a class, that's not my problem. So you are not obliged to stay here. I'm simply answering. They have brought me here, and it's not also your class, please. So have that respect also. But I'm not the person who brought you here. So if he brought me to come and sit in a history class, I can go home. That's what I'm saying. Si vous m'avez invité pour rester dans un cours d'histoire européenne, américaine, just go. Il n'est pas d'accord, il descend. Il n'est pas d'accord, il descend. Il fatigue qui? Vous venez régler, les gens viennent régler leurs problèmes personnels. Je ne vois rien à personne ici. Ce sont des échanges sur le plan politique. Ils veulent juste déstabiliser le panel parce qu'ils voient qu'il y a 400 personnes qui écoutent. On sera même 1000 boss. On sera 1000 sur ce panel. On va conquérir. Je suis venu ici exprès parce que je sais que l'audience va considérablement augmenter et je vais échanger avec les Camerounais. Je suis prêt à répondre à tout type de questions. Par contre, celui qui pense que je lui dois quelque chose, qu'il aille régler ça en coulisses. Donc, si vous ne m'aimez pas, allez au bar, au tourne-dos. Je ne vais pas vous empêcher de parler mal de moi. Ici, on parle politique. Donc, si quelqu'un est persuadé que ses frustrations perso ou ses problèmes sont de mon fait et que je suis la cause des soucis qu'il a dans sa vie, qu'il sache que ce n'est pas l'endroit. Donc ne venez pas ici m'expliquer vos ressentis, vos états d'âme. Je ne vous connais pas personnellement. Je viens répondre aux questions politiques de notre pays. Je prends les exemples que je veux sur l'histoire, sur la géographie, tant que ça me permet d'analyser. Donc si ça ne plaît pas, je repars. Il n'y a pas de problème. Je peux ouvrir mon propre panel et dérouler ce que j'ai à dire. Personne ne va m'interrompre. Je suis venu volontairement là où il y a des avis contraires pour vous montrer l'ouverture que l'on a et la facilité qu'on a à répondre. Mais là, je découvre que ça gêne les gens du fait que nous, on a une grande culture sur l'histoire du monde et qu'on s'en inspire pour résoudre les problèmes de notre pays. Vous vouliez qu'on soit crispé, qu'on n'ait pas de réponse, qu'on soit limité pour expliquer après que bon, il a répondu, c'était pas clair, je suis resté sur ma faim, Là, on vous dit, donc on a 1000 exemples pour étayer ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un me parle de la limitation de mandat. Je lui dis que oui, on va faire comme aux États-Unis où George Washington a laissé un héritage politique pédagogique et à part Roosevelt qui a fait 4 mandats en situation de guerre,
Personne n'a fait 4 mandats aux États-Unis et je dis nous allons faire la même chose au Cameroun. Il y a quelqu'un à qui ça pose problème, mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous posez une question et les réponses ne vous plaisent pas. Or, les réponses sont pile dans la lignée de ce que vous aviez demandé. S'il te plaît, pas sérieux. S'il te plaît, Wilfried, est-ce que, hormis la culture, est-ce que de manière institutionnelle, en termes de procédure, pour faire sauter le verrou, est-ce qu'il n'y a pas une clause institutionnelle prévue par le MRC pour justement ce qu'on peut faire, c'est que... Voilà. Vas-y. On peut créer, il y a un cas, parce que formellement, il n'y en a pas, c'est-à-dire, tu dis que le mandat n'est pas modifiable, mais maintenant, Paul Biya, comment lui il l'a procédé, étant majoritaire à l'Assemblée, il a mis sur pied un projet de loi de modification de la Constitution, et il a surfé sur le fait que comme il est majoritaire à l'Assemblée, les députés acquis à sa cause vont approuver la modification. Ce que nous, on peut faire au MRC, c'est imaginer de nouveaux mécanismes de coercition. On peut par exemple demander que cela soit soumis au référendum, que cela soit avalisé par exemple par 1000, En fait, on peut sur le pif élaborer des critères de complication. Mais le premier critère que nous avons prévu de faire, c'est de mettre dans la tête des Camerounais qu'un dirigeant n'est pas le propriétaire d'un pays et que même si tu es député d'un parti X, tu n'es pas là pour satisfaire les caprices d'un dirigeant. Tu es là pour implémenter ce qui fait du bien à la population, au peuple camerounais. Donc, mis à part un cas d'urgence, il y a même des choses qui sont dans la loi mais qui ne sont pas respectées par Paul Biya, comme la prorogation des mandats des députés et des conseillers, bref, des députés par exemple. On dit, sauf en cas de crise grave, la prorogation, elle est malvenue. Sauf que bon, on voit que Paul Biya n'en fait qu'à sa tête, il procède à des prorogations, alors que eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de crise et que le Cameroun est en paix quand nous on dit qu'il y a la crise anglophone. Donc on est dans un pays où, malgré la loi qui interdit, le président, fort du fait qu'il est représenté à l'Assemblée, il outrepasse quand même la loi et voilà, implémente ses caprices à lui. C'est pour ça que pour nous, à mes yeux, d'après ce que je t'explique ici, pour nous au MRC, la priorité c'est de créer un type de Camerounais qui n'est pas le Chinda, un type de Camerounais qui comprend ce qu'est la République. Je vous signale, je vous dis pour ma part, vous allez retrouver d'ailleurs ça sur Facebook, lorsque le MRC, lorsque les dirigeants du MRC ont été libérés de prison le 5 octobre 2019, vous avez entendu quelque temps après Maurice Kamto dire qu'il allait partir aux élections, notamment les municipales et les législatives. Si vous retrouvez mon Facebook à l'époque, vous avez vu que j'avais écrit 5 articles où j'avais dit, moi, les élections pour moi, c'est non. C'est-à-dire, je m'étais opposé ouvertement au président de mon parti de manière... les textes là sont encore disponibles dans mon ancien Facebook, Claude Wilfried. C'est écrit. Bon, c'est pas une rumeur. Parce que moi, je pensais déjà que vu comment le RDPC nous empêche de nous déployer, il ne faut pas y aller. Maurice Kamto a voulu à ce moment-là accorder, tendre une perche au régime en disant « Voyons ce qu'ils vont faire ». C'est comme par la suite, ils n'ont pas baissé pied. Vous avez vu les dossiers qu'on ne signait pas. Les militants du MRC qu'on chassait d'une région ou d'une autre, les autorités qui désertaient les bureaux pour les candidatures. Bref, vous avez vu la tangente que ça prenait. On nous avait réservé 4, 5, 6 sièges pour qu'on aille faire de la figuration. C'est là où Maurice Kamto revient, dont on vous dit que on a cru en leur bonne foi, on a voulu que eux-mêmes montrent à la face des Camerounais que ce sont des gens honnêtes qui sont favorables à l'équilibre du jeu, mais en fait, ce sont des gens qui utilisent les institutions pour leurs aspirations personnelles. Dans ces conditions, bon, on ne part plus à ces élections-là. Mais à titre personnel, je m'y étais déjà opposé avant même l'annonce officielle du MRC. C'est ce type de Camerounais qu'on veut créer, y compris ceux qui sont à l'Assemblée. Des Camerounais qui, peut-être que le président ou le dirigeant, lui, il est dans une posture parce qu'il se dit, bon, ça peut fonctionner, mais si vous, à l'Assemblée, ou si vous, à l'intérieur de son noyau, vous vous rendez compte, peut-être avant lui, ou pas forcément avant lui, ou bien vous êtes convaincu que même si, cette voie-là, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, ça n'aboutira pas, vous devriez être capable de réfléchir par vous-même, d'exister en tant que citoyen, et non d'être simplement des chambres d'enregistrement. Et c'est là notre focus, parce que si on ne fait pas ça, on peut mettre tout ce qu'on veut dans les lois, comme la loi sur la prorogation des mandats des députés, mais le président, avec des chindas à son service, il va passer outre la loi et les chindas vont appliquer ce qu'il veut et expliquer, comme le RDPC explique actuellement, que oui, il fallait faire ça parce que si, parce que ça. Donc c'est ça que nous on veut éviter.
Comme je dis bien, comme on n'est pas là, on ne sera pas là, on va mourir. Dans 100 ans, aucun de nous ne sera là. Mais j'espère que le MRC sera encore là. Donc le meilleur héritage que l'on peut laisser, c'est l'état d'esprit, l'éducation des Camerounais. Que représente l'état de droit à leurs yeux? L'état de droit, c'est où l'État lui-même, dont le gouvernement, les autorités, se soumettent aux lois, se soumettent aux droits. Et plus on fait cette pédagogie, comme vous voyez, je viens à la confrontation, je viens pour dire, nous, on est ouvert, nous, on est capable de discuter, on est capable de répondre à des questions qui ne nous plaisent pas, parce que nous voulons créer des Camerounais qui réfléchissent sur la base des idées politiques. On veut sortir du chindaïsme, du Congossa, de la roublardise. On veut vraiment un type de citoyen qui, si Maurice Kamto commet une erreur, seront capables de lui dire, Monsieur le Président, je pense que ici, le chemin que vous avez pris, il est peut-être pertinent, mais il y a beaucoup d'erreurs et je pense que vous devriez plutôt choisir l'autre chemin. Tu argumentes, et si c'est pertinent, le président finit par plier. On veut ce type de citoyen-là. Pas un type de citoyen où Paul Biya peut assassiner, on dit que c'est bien, et dès qu'on enfarine un ministre, on dit que c'est ça la chose la plus grave. Non, ça c'est de la bêtise, c'est du chindaïsme politique, c'est ça qui a conduit le Cameroun vers l'abîme, parce qu'on a inversé les normes. Donc notre focus, je le répète encore, c'est sur la pédagogie politique. Sinon, les lois ne serviront à rien, quelles que soient les clauses qu'on met dedans. C'est bon, je suis satisfait. Merci, toi, moi, franchement, c'est rare. Est-ce qu'il y a un modérateur ici? Je peux parler? Oui, vas-y, le génie. Non, tu viens d'arriver, le génie, tu viens d'arriver. Attends, il y a Nataviel, là. Nataviel, c'est à toi la parole. Bonjour, monsieur Wilfried. Bon, salut. C'est pareil. Monsieur Kanga, bon. C'est mieux. Oui. Donc, moi, je vais jouer un petit rôle et je vais dire que je suis Mbia. D'accord? Je vais citer certaines dates et à la fin, tu vas me dire si je suis un président qui aime son pays ou pas. Okay. C'est possible? Okay. Vas-y. Donc, pour moi, bien, je pense qu'en 84, j'ai fait quelque chose de bien pour le Cameroun contre certaines personnes qui voulaient m'arracher le pouvoir, des partisans d'Amadou Ahidjo. Il y a eu quelque chose en 90, lors des villes mortes. À Bepanda, en 2000, plus précisément dans la ville de Douala, il y a eu une trentaine de jeunes qui ont été enlevés. C'est en 2001 et ils étaient 9. Voilà. Les émeutes, il y a eu les émeutes de 2008 aussi, où il y a plus de 100 morts qui sont arrivés. Il y a eu en 2016, déjà avec le Nozo, le massacre de Garbour le 14 février 2020. 2020. Oui. Pour moi, je me dis, bon, c'est pas grave. Moi, je suis quand même le président, c'est pas grave. Moi, je me dis encore, bon, c'est pas grave, et je dis encore que il y a eu des malversations de recettes non fiscales en 2020. Il y a eu la gestion des fonds de Covid en le Covid-19 en 2020 aussi. Il y a eu les cannes, au niveau de la canne en 2019, la construction des stades, où un sac de ciment qui coûte 5 000 francs a été taxé à 16 500. Moi, je me dis, bon, il y a eu l'opération PV que j'ai créée, qui est censée lutter contre la corruption. Maintenant, comment se fait-il aussi que, parce que c'est deux questions, dans nos gouvernements où l'opération PFD est en train de combattre la corruption et combattre les gens qui volent, qui est dans mon propre gouvernement aujourd'hui des gens qui sont des voleurs. Je passe par là, par Tagandji. Est-ce que ça fait de moi un bon président, un président qui aime son peuple? Alors, en tout cas, tu as bien incarné le rôle de Paul Biya. Supposons que tu étais Paul Biya. Pour commencer par le début, tu as évoqué 1984 en disant tu as fait une bonne chose en mettant hors d'état de nuire ceux qui voulaient renverser le régime. J'aimerais rappeler aux Camerounais que la condamnation à mort d'Ahidjo intervient en février 84.
c'est-à-dire bien avant le mois d'avril, et que le coup d'État du 6 avril sert plutôt à Paul Biya à solidifier sa détermination à en découdre avec Ahidjo. Donc, ce n'est pas à l'issue du coup d'État, et c'est ce que pensent beaucoup de Camerounais. Je comprends pas pourquoi. Quand tu demandes aux Camerounais, ils vont te dire que Ahidjo a été condamné à mort par contumace parce qu'il a voulu renverser Paul Biya lors du coup d'État du 6 avril. Or non, les problèmes ont commencé dès la prise de pouvoir de Paul Biya, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'analyse du Nozo, Mitterrand et Ahidjo ne s'entendaient pas. Vous avez vandalisé la tombe de Wangé ce matin. Je vous rappelle que Wangé était Mitterrand s'était porté volontaire pour être l'avocat d'Ernest Wangé bien avant qu'il ne soit président. On est en 70, 71, et Ahidjo s'est arrangé à ne pas lui donner le visa. 5 ans plus tôt, il y avait déjà eu une confrontation entre Ahidjo et Mitterrand lors des élections en France du 19 décembre 65, parce que le général de Gaulle était confronté pour la première fois à une gauche très forte. Il était obligé pour la première fois de faire une intervention télévisée, parce que la télévision était à ses premiers balbutiements en France, et c'est ça qui lui a permis de surnager, d'avoir 55% des voix, sinon il perdait les élections de 65. Et Mitterrand, voilà, avait failli donc renverser Ahidjo et de Gaulle, et Ahidjo n'avait pas aimé. Ahidjo a donc continué à taquiner Mitterrand en lui disant que toi, tu deviens président un jour, je ne mettrai plus le pied en France. Donc quand Mitterrand prend le pouvoir, l'une des premières choses qu'il fait, c'est se débarrasser de Ahidjo et de dire à Paul Biya que tu vas t'occuper de celui-là. Il faut même pas que une trace de sa présence demeure. On nous a vendu Ahidjo comme étant un président malade qui a quitté le pouvoir parce qu'il était malade. Il n'en est rien. Quand tu regardes le fonctionnement de Ahidjo après la prise de pouvoir de Biya, il continuait de revendiquer la première place dans toutes les réunions publiques où il devait arriver en dernier lieu. Paul Biya devait s'asseoir avant lui. C'est Mitterrand, au cours de nombreuses visites que Paul Biya effectue en France. L'une d'ailleurs va intervenir au début de l'année 83. Il va effectuer 2 visites à Paris pour aller bien être briefé, recevoir les ordres du chef et venir s'occuper de Ahidjo une fois au pouvoir. Quelque temps après la deuxième visite de Paul Biya, Mitterrand prend l'avion et arrive à Yaoundé en juin 83. Il y reste 2 jours et c'est quand il part que Paul Biya décide de s'occuper pour de vrai de Ahidjo en août. Ahidjo est chassé de l'UNC qu'il avait pourtant créé en 66 et à partir du mois d'août, septembre, octobre, les premières accusations commencent à fuser. Biya accuse Ahidjo de tenter de le renverser, de vouloir déstabiliser les institutions. On est encore en 83. Lui et ses amis, les Samuel Ebois, les Ibrahim Osmano, les Salato Adamou, et au début de l'année suivante, Paul Biya décide carrément que bon là, on va aller plus loin et il condamne Amadou Ahidjo à mort par contumace en son absence. C'est pour ça que Ahidjo depuis Paris où il se trouve, il dit mais Paul Biya il devient fou, qu'est-ce qu'il raconte? À la fin donc il y a ce mystérieux coup d'État du 6 avril. Fabriqué ou non, je ne sais pas. En tout cas, Ahidjo a dit si c'était mes hommes qui avaient fait ce coup d'État, ils n'auraient pas échoué. Mais ça a permis à Paul Biya d'asseoir la version selon laquelle je vous avais bien dit que Ahidjo voulait me renverser. J'avais donc raison de le condamner à mort. Regardez, il a voulu me renverser hier le 6 avril 84 et donc il établit donc toute une purge absolue. Donc, quand monsieur Amadou Ahidjo, quand monsieur Paul Biya fait dans son nettoyage, ce n'est pas pour se débarrasser des gens qui veulent le renverser. Il a déjà accusé Ahidjo de vouloir le renverser. Il l'a déjà condamné à mort avant même le fameux coup d'État. Le but, c'est de chasser Ahidjo et de s'installer comme seul maître à bord. C'est pour ça que l'année suivante, le 24 mars 85, au congrès de Bamenda, il abolit l'UNC qui devient donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et comme ça, voilà, la boucle est bouclée. Je suis maintenant le seul capitaine à bord du navire. Maintenant, en 90, quand tu as parlé du multipartisme et, je sais pas, de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, si tu étais Paul Biya, je te dirais que, mais en 90, Paul Biya n'a jamais voulu instaurer la démocratie. Paul Biya a mis en prison tous ceux qui ont voulu la démocratie. Il a enfermé Maître Yondo Black et ils étaient 10 environ, ils étaient une dizaine de jeunes ambitieux qui voulaient apporter de la pluralité au Cameroun. On les a mis en prison. Motif, activité politique. Non mais carrément, on vous met en prison parce que vous avez voulu créer un parti. On est le 3 avril 90. C'est quelques mois plus tard que le SDF aussi est mis sur pied le 26 mai 90 et Paul Biya envoie ses militaires liquider un bon nombre de militants du SDF le 26 mai 90. Ni John Fonzi et ses hommes ont perdu énormément
de frères, d'armes, parce que Paul Biya ne voulait pas que le parti SDF voie le jour, dont il y a eu des gens qui sont morts pour rien, parce qu'ils voulaient créer un parti politique, d'autres qui ont été mis en prison. Ce n'est qu'à la fin du mois de juin de la même année, et quelques temps après, avant, on a demandé à Paul Biya de mettre sur pied Conférence nationale souveraine, tout le tralala. Il dit, la Conférence nationale souveraine est sans objet. Il voulait pas de dialogue, pas de pluralité. C'est François Mitterrand, encore une fois, le maître de Paul Biya, qui dit, bon, là, vraiment, moi, la France, en tant que le parrain de toutes ces colonies, j'ai une mauvaise image à l'international parce qu'on m'accuse de parrainer les dictatures. Donc, vous allez mettre sur pied le multipartisme et au moins je vais respirer. Les Allemands, les Américains, on va plus me dire que oui, mais comment tu peux entretenir des dictatures en Afrique et tout. Donc, la France impose le multipartisme aux pays africains, notamment le Cameroun. Et c'est de là que vient le multipartisme. Les partisans de Paul Biya ont milité contre le multipartisme. Donc, la démocratie, l'avènement de la pluralité d'opinion n'est en rien le fait de Paul Biya. C'est une fabrication, d'ailleurs fake, de la France qui n'a évidemment pas été matérialisée sur le terrain. On a vu l'FSC nationale souveraine des années 91 avec le Parlement. On a tabassé Camille Mbouamassok, on a tabassé Monsieur Ekinzi, on a tabassé tous ceux qui ont voulu essayer de parler. En fait, voilà, on les a tabassés à Douala, les Samuel Ebois, et quelques jours après, Paul Biya vient les narguer en disant « Me voici donc à Douala ». Mais vraiment, quelques jours après, l'humiliation et la fessée nationale souveraine, les Charles Tchongan, les Samuel Ebois, les Jean-Jacques Ekinzi, les Camille Mbouamassok, bref. Donc le multipartisme sous Paul Biya, non. Maintenant, pour courir un peu, parce que c'est pas de ma faute, hein, la réponse est longue parce que tu as cité plusieurs dates. C'est pas moi qui vous demande de mettre autant d'événements en un seul. En 2000, c'était en 2001 en fait. Tu dis que c'est un épiphénomène, enfin, si tu étais Biya, tu dirais que c'est un épiphénomène en disant que c'est un petit détail, les disparus de Bépanda, non. C'est-à-dire dans un pays où règne l'insécurité, où la vie humaine est méprisée, évidemment, je suis d'accord avec la vision des Biya que c'est un détail. Les 9 enfants qui ont disparu, on les soupçonne d'avoir volé une bouteille de gaz, et carrément, on les embarque, on les amène, ils partent mourir. On a déterminé plus tard, la mission catholique, une mission internationale chrétienne, là, a déterminé qu'ils avaient été exécutés à Lokbadjek, dans le site d'une ancienne carrière militaire, où les militaires présents là-bas disaient qu'ils sécurisent une entreprise chargée de casser du gravier. Bon, on était un peu curieux de voir que, mais on n'a jamais vu des camions de gravier converger par cette zone. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et on voit des détonations. Chaque nuit, on entend des détonations. Des Camerounais comme ça pour rien, parce que la vie ne vaut rien, donc ce n'est pas un épiphénomène, au contraire, c'est la raison pour laquelle nous ne soutenons pas Paul Biya, et c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas comment quelqu'un peut soutenir Paul Biya. Il a d'ailleurs poussé la perfidie jusqu'à conduire les Camerounais à ne pas être choqués des vrais crimes comme ceux-là. Mais dès que tu vois les activistes de la diaspora renverser du mobilier dans une ambassade, des gens qui ne sont pas choqués devant Et lui, c'était même pas de la farine en poudre, c'était de la mousse à raser, ça lui a collé au visage. Au contraire, ça l'a fait rigoler, il a goûté, il a dit bon, au moins, la prochaine fois, prenez un vrai gâteau, parce qu'on a fait une forme de gâteau, enfin, on a pris de la mousse à raser, on a donné à la mousse à raser la forme d'un gâteau, on l'a enfariné avec, il a cru que c'était un vrai gâteau, il l'a mis dans la bouche. Quand il met dans la bouche, il constate que c'est de la mousse à raser, il a plutôt rigolé en disant bon, j'espère au moins que la prochaine fois, vous allez prendre de la vraie crème de farine, pour qu'au moins le gâteau soit bon. Ça fait rigoler tout le monde. Mais au Cameroun, on vous explique ce qui est enfaré. Et je dis bien, c'était il y a un mois. C'était il y a 4 semaines. Et c'est le ministre des Finances, le vice-chancelier, celui qui travaillait au sein de la coalition avec le SPD de Olaf Scholz. Bon, c'est pas un kidam, un individu lambda, ou un vieux ministre de la jeunesse que personne ne connaît. Mais sous Paul Biya, évidemment, comme tu viens de décrire, on te fait soutenir quelqu'un qui assassine des gens comme les 9 disparus de Bépanda et être choqué devant une simple farine sur un visage. Ça s'appelle la dégénérescence des facultés cognitives d'un peuple qui a délocalisé ses paradigmes d'indignation, où des trivialités indignent les gens, mais des meurtres, des assassinats n'indignent pas les gens. C'est un pays malade, dont nous ne soutenons pas Paul Biya pour ses causes, pas plus que nous ne le soutenons pour les massacres de Ngarbo. Je termine par là. Et dans les massacres de Ngarbo, évidemment, comme je l'ai dit à notre cher ami Steve Farr, qui nous expliquait que c'est le MRC qui a créé la guerre aux nozos, je ne sais pas. Je lui ai rappelé que
le sergent Babangida Aranga ou le lieutenant-colonel Nyangonoze Charles-Éric. Voilà les noms de ceux qui ont conduit l'expédition du 14 février 2020 en Garbo, qui ont assassiné une quinzaine de personnes, dont plus de la moitié c'était des jeunes filles et des mineurs. Donc c'est des événements tragiques pour le pays qui devraient interpeller les Camerounais, d'autant plus que lorsque une ONG internationale, Human Rights Watch, avait fait le rapport sur les massacres de Garbo, Madame Ilara Aliegrozi, quand elle avait établi le rapport, René Emmanuel Sadi et toute sa bande nous ont expliqué que non, c'était du fake, c'est des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun, etc., etc., avant que les faits ne montrent évidemment les identités de ceux qui avaient commis ces massacres-là et que le gouvernement, toute honte bue, ne revienne sur ces affirmations. Donc, c'est clair que ce ne sont pas des épiphénomènes. Au contraire, ce sont des événements tragiques dans un état de droit où on doit commémorer et respecter la vie humaine et on doit en aval mettre sur pied des solutions qui mettent fin à la crise. Mais comme on est dans un état malade, évidemment, on continue d'être traumatisé par de la farine sur le visage des gens et par expliquer que bon, Garbou, c'est rien, c'est des épiphénomènes, etc., etc. Bref, je ne vais pas évoquer toutes les dates que tu as mentionnées, sinon ça va être très long. J'espère que les questions suivantes seront un peu plus courtes. Ou du moins, j'espère. Ma question sera très très courte. Parce que j'espère en tout cas que... Oui, en fait, là, je vais parler... Bonsoir. Je vais parler maintenant du MRC, et ce qui me concerne personnellement. Moi, je suis un jeune tycoon, et ce que le MRC a prévu faire pour les tycoons de la diaspora, je crois, quand j'avais lu, il y avait la création d'un environnement favorable, c'est-à-dire qu'un truc comme retour au cerveau. Il y avait une certaine forme de mobilisation de l'épargne de la diaspora aussi, et une forme pour améliorer le climat des affaires. Moi, je me dis, est-ce qu'il y aura un jour où le MSO, ou bien le professeur Maurice Kamto, ou bien toi, pourrait organiser une conférence et inviter tous les entrepreneurs qui sont peut-être à succès ou non à succès, qui sont sur la toile que nous tous nous voyons, nous inviter là et nous pourrons peut-être poser nos questions. Et tous ceux qui sont jeunes ou bien ceux qui sont déjà vieux, s'ils ont des projets à lancer au Cameroun, essayer d'exposer leurs problèmes et en débattre là-dessus. Est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça un jour et quel est réellement votre plan pour nous, grosso modo? Sur les gens me reprochent souvent de... Oui, je vais te répondre. Les gens me reprochent de prendre des exemples ailleurs. Or, en fait, nous, au MRC, on a la manie de s'inspirer des bons exemples quand ça marche. Quand tu regardes le Sénégal, par exemple, sur les 165 députés de l'Assemblée au Sénégal, vous avez une quinzaine qui sont de la diaspora, c'est-à-dire la diaspora sénégalaise est représentée au Parlement, dont rien ne se passe au Sénégal sans la participation des Sénégalais de l'extérieur. Beaucoup d'ailleurs, le PASTEF en a raflé quasiment l'intégralité lors des élections après la dissolution de septembre dernier. Donc, le MRC va créer pour la diaspora la possibilité, une représentativité à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va discuter, parce qu'on aime le dialogue, on va discuter avec la diaspora du découpage des circonscriptions. En Europe, notamment en France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, c'est là où le contingent camerounais est le plus grand. Donc c'est le type de circonscription. On peut créer une circonscription dans cette configuration-là à qui on peut accorder, je ne sais pas, 8, 9, 10 députés. On peut créer après la circonscription Amérique du Nord qui est dans États-Unis, Canada, à qui on va attribuer 4-6 députés, des choses comme ça, éventuellement configuration Asie du Sud-Est, Chine, Japon, Indonésie, Singapour, parce qu'il y a des Camerounais là-bas, en incluant aussi l'extrême-orient proprement dit, côté nord, Chine, Japon, Corée, bref. Donc, ainsi de suite. En tout cas, le MRC a prévu d'inclure, à l'image du Sénégal, la diaspora représentée à l'Assemblée. Le MRC a prévu également pour la diaspora la double nationalité. Tu es un homme d'affaires, tu as dit. Donc, on ne veut pas que le fait que tu sois un étranger sur le papier
occulte le fait que ton cordon ombilical est enterré au Cameroun. On va te laisser la possibilité de jouir de ta camerounité et donc on va abolir la loi du 11 juin 68 portant révision de la nationalité qui interdit la double nationalité sur les papiers, pendant que dans les faits, on voit comment les amis de Paul Biya, les footballeurs notamment, ont 1000 nationalités et ça ne pose aucun problème à personne, y compris certains éléments même du noyau dur du RDPC, les Hervé Manuel comme, bref, des gens comme ça, les Nyan Jifenji, bref, des gens qui ont des doubles passeports et qui sont tranquilles. Voilà, donc on veut, outre la participation au Parlement, la possibilité pour les hommes d'affaires de bénéficier de leur camerounité avec la double nationalité. Tu as évoqué le Fonds souverain de la diaspora. Alors lui, il fonctionne sur une mécanique assez simple. Les Camerounais de la diaspora peuvent aider les Camerounais du pays de manière matérielle en boostant l'économie du pays à travers des créances, c'est-à-dire tu injecte des fonds au pays qui peuvent être empruntés par les opérateurs économiques du pays. En français facile, l'État va créer donc un compte bancaire. Donc le Trésor public va créer une section dans son compte bancaire dans laquelle la diaspora pourra envoyer de l'argent. Toi, par exemple, le tycoon de la diaspora, imagine je t'appelle Monsieur Tycoon, supposons que c'est ton nom. Toi, tu as envie, bon, tu ne veux pas rentrer au Cameroun maintenant, mais tu as quand même envie d'être utile parce que tu crois au nouveau pouvoir qui vient d'arriver. Et tu te dis, il y a des Camerounais au pays, il y a par exemple Momo, qui a des hectares de terrain, il aimerait cultiver le riz. Et comment par là sortir les Camerounais de la dépendance envers le riz. Mais Momo n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi employer les gens. Toi, tu as un peu d'argent, tu peux aider Momo à investir. Ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas injecter dans ce que l'État va appeler le Fonds souverain de la diaspora, bon, le fameux compte qu'il va créer au sein du Trésor public. Tu injectes là-dedans 1000 euros. Tu as en amont, en tout cas dans les conventions avec l'État du Cameroun, la clause stipule que pour 1000 euros, le taux d'intérêt est à 10%. Donc si tu envoies 1000 euros, à la fin de l'année, 365 jours plus tard, l'État te rembourse 1100 euros. Donc quand tu mets ton argent au pays, l'État le met à disposition de Momo qui vient et avec son projet, il récupère donc 1000 euros, dont 655 machin, francs CFA, 625 000, je sais pas quoi. Il récupère donc et il va financer son entreprise, il emploie des gens, il cultive le riz, Bon, lui et l'État ont convenu d'une échéance de remboursement. Je caricature pour rendre ça plus facile. Supposons que donc avant la fin de l'année, Momo a réussi à produire le riz, à vendre le riz, à rentrer dans ses frais. Il rembourse donc à l'État ce qu'il doit à l'État, dans les fameux 1000 euros. Il devait peut-être rembourser, peut-être dans un premier temps, on lui a dit qu'il n'y a même pas d'intérêt à rembourser. Mais en tant qu'il a remboursé 1000 euros, ce qu'il va payer à l'État en surplus, c'est les impôts qu'il va payer puisqu'il a maintenant une entreprise qui tourne à plein régime. Donc, l'État, à la fin de l'année, te rembourse à toi 1100 euros et tout le monde est gagnant. Momo, qui n'avait pas d'argent et qui a pu, à travers l'emprunt qu'il a contracté, financer, en tout cas injecter des fonds dans son entreprise, il a produit du riz, il a donné de l'emploi aux gens, il est rentré dans ses frais, il a même dégagé une épargne, sans compter que le pays a plus de riz à disposition et est moins dépendant de l'importation. Donc Momo est gagnant sur ce plan-là, l'État aussi est gagnant sur le plan de, comme je dis, la production locale, dont il y a davantage d'opérateurs internes qui produisent. L'État est donc moins condamné à l'importation du riz du Myanmar, de Thaïlande, du Vietnam, comme on le fait au quotidien. On importe 350 000 tonnes de riz chaque année, ce qui est un manque à gagner énorme. Les devises, là, les réserves, on pourrait les utiliser pour autre chose, des machines, outils, par exemple, pour nos autoroutes, pour nos stades, bref, pour nos tunnels, pour acheter de vraies choses plutôt que de la nourriture qu'on peut pourtant produire sur place. Donc, l'État aussi est gagnant parce que ça dope la production locale, dont ça crée une consommation interne et peut-être que Momo a même produit davantage pour exporter. Ça permet donc par ricochet aussi à l'État les rentrées de devises. Et toi maintenant aussi tu es gagnant parce que tu as injecté 1000 euros, tu as récupéré 100 euros de plus. Donc c'est vraiment un jeu. Quand on parle de gagnant-gagnant, ça c'est le vrai gagnant-gagnant. Personne n'est perdant dans l'affaire. Tout le monde y gagne et c'est les Camerounais qui ont aidé le Cameroun à se développer. Donc pour ne pas m'étaler, parce que je suis très long sur les questions, je pense qu'au moins avec ces trois éléments, tu commences à avoir une petite idée de ce qu'on a prévu de faire pour la diaspora. L'inclusion dans le Parlement, le Fonds souverain de la diaspora mis sur pied, la possibilité de la plurinationalité. Il y a énormément d'autres éléments, hein, mais voilà, si on fait tout le programme ici,
on n'en finira pas. Dis-moi déjà si cela au moins te parle d'une certaine façon. Cela au moins, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne... Ok, Natavel. Oui. Il y a d'autres personnes sur le panel. Beaucoup de questions, ça va descendre. Non, tu ne peux pas reprendre seul. Il y a le génie. Veuillez passer la main à le génie. La question à le génie, s'il vous plaît. Le génie, à toi la parole. Merci. Wilfried. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Wilfried. Bonsoir à tous les gens qui sont dans ce panel. Alors, moi, je suis quand même indigné. Je suis indigné parce que on a des gens qui sont du MRC. Je parle ici à l'attention de Wilfried, qui viennent tous les jours nous expliquer dans les panels le bien fondé du Cameroun, sans toutefois penser au fondement, c'est-à-dire à la fondation même du Cameroun. Ils veulent calquer un modèle économique occidental à l'américaine, parce que quand j'écoute Wilfried ici, il nous parle du fédéralisme à l'américaine, mais il n'est pas en train de nous expliquer, en fait, il oublie de nous expliquer, de nous dire que aux États-Unis, avant qu'ils ne pensent à ce fédéralisme, ils ont d'abord pensé, c'est-à-dire ils ont fondé les États-Unis sur la base même des communautés. Ils ont créé les États-Unis sur la base. Parce que aujourd'hui, on regarde l'État fédéral, on regarde les États-Unis. Ce n'est pas né comme ça. C'est au fil du temps que beaucoup de choses ont été modifiées. Vous savez, au Cameroun, on est peut-être Camerounais, mais en quoi est-ce qu'on est Camerounais? Les colons, en partant, nous ont laissé un pays sans les Camerounais. Je parle simplement. C'est-à-dire que les colons ont décidé de laisser le pays entre les mains des gens qui vont les servir et non qui vont servir le peuple. Et pour cela, ils ont créé un État unitaire qu'on appelle Camerounais. Et maintenant, dans cet État unitaire se retrouvent les communautés que nous sommes. Et ce pays-là qu'ils ont décidé, ils n'ont pas pensé à ces communautés. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se vit aujourd'hui. Les communautés ne se retrouvent en rien dans la décision, alors dans le fondement ou le fonctionnement du Cameroun. Moi, je continue à dire, tous les pays au monde qui connaissent plusieurs communautés comme le Cameroun ont d'abord pensé au fondement, à la fondation du Cameroun, qui sont leurs communautés. On fonde une nation à partir de sa couche sociale. Et au Cameroun, la couche sociale de notre pays, ce sont les communautés. Dire aujourd'hui que on va laisser les communautés, c'est-à-dire on va laisser les réalités sociologiques des communautés, les traditions, tout ce qui va avec. Vous dites que non, ce sont des trucs villageoises et qu'on doit penser aux pays qui ont plus de 2000 ans d'existence, qui ont connu les problèmes comme nous et ils ont réglé ces problèmes au fil du temps, ça s'est modifié, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je pense que ça, c'est de l'hypocrisie ou alors vous essayez de nous enfumer avec ce langage-là. Parce que si on part sur ce principe-là, on ne pourra jamais se développer. Je veux encore aller plus loin. Au Cameroun, nous avons des peuples et des communautés qui vivent déjà avec ce prisme-là. Et ça n'a jamais fait l'ombre d'un débat. Lorsqu'on part au nord, on a des communautés qui vivent, on a des peuples là-bas qui vivent en communauté. On part à l'ouest, on a des communautés des peuples qui vivent en communauté, les Bamoun, les Bamléké, tout ce qui va avec. Ça n'a jamais fait l'ombre d'un débat. La dernière fois, je suis monté dans un panel où j'ai posé la question à Wilfried et il ne m'a pas répondu, bien sûr, et je vais encore le lui poser ici, que à l'ouest, moi j'ai parcouru tout l'ouest, je me suis rendu compte que les peuples là-bas, en majorité, en fait, tous les peuples de l'ouest vivent en communauté. Quand tu pars à l'ouest, à Bafang ou à Bafoussam, dans tous les villages là-bas, tu ne verras jamais un maire ressortissant d'une autre région, c'est-à-dire un Bassa, un Douala, un Béti, être maire à l'ouest. Tu ne verras jamais, c'est toujours entre les peuples de l'ouest. Et ça n'a jamais fait l'ombre d'un débat. Mais lorsqu'on descend dans le Vori, c'est-à-dire à Douala, où il y a 6 mairies, on retrouve ces mêmes peuples être maire quand même. Chez les autres, c'est-à-dire chez la communauté Sawa, être maire dans 3 mairies. Et là, lorsqu'on veut dénoncer, ça devient que non, c'est toi le tribalisme, nous sommes tous Camerounais. En quoi est-ce que nous sommes Camerounais quand déjà nous vivons avec, c'est-à-dire vous imposez déjà ce comportement communautaire aux autres et vous voulez même pas que ces gens parlent de ça. De plus, vous arrivez chez ces gens-là, vous créez des foyers sociaux. Je vous montre à quel point
Ces gens vivent déjà avec des communautés. C'est-à-dire, on vit déjà avec ça, mais eux, ils refusent de dénoncer ça. Ils arrivent chez eux, ils créent des foyers communautaires qu'on appelle des foyers sociaux. Vous voyez? Parce que quand tu arrives chez quelqu'un, tu crées un foyer. Ça veut dire que tu es en train de vouloir faire des choses. Tu es en train de vouloir faire des choses sans la personne. Vous voulez écarter les gens de là pour faire entre vous. C'est même ça. Dénoncer ce comportement. Dénoncer ce comportement. Lorsque toi, une ressortissante d'une autre communauté, tu constates et tu dénonces ça, non, on va te traiter du tribalisme. C'est-à-dire, voici un peuple qui vit, c'est-à-dire qui vit le tribalisme depuis les décennies aux autres, mais lorsque tu viens dénoncer ça, tu deviens l'ennemi à battre, tu deviens plutôt agressé. Toutes ces couches sociales-là, on ne doit pas tenir compte de leur culture sociologique, traditionnelle, culturelle. On doit aller prendre un modèle occidental